Lorsqu'un petit chaton lynx roux fut trouvé au bord d'une route, la famille qui le recueillit n'imaginait pas un instant ce qu'allait devenir leur quotidien. D'autant plus que leur maison était déjà le royaume de 3 jeunes Chamencones espiègles, Daisy, Marshmallow et Oliver. Tous 3 régnaient en maîtres sur leur domaine, avec leurs propres règles et un ordre établi. Mais que se passe-t-il lorsqu'un chat sauvage, né dans la nature mais non élevé dans les bois, est soudain plongé dans un univers de chats civilisés et éduqué par 3 félins aux manières raffinées? C'est l'histoire d'un lien inattendu, profondément tendre et fraternel, entre des espèces que tout opposait. Arthur Henderson connaissait chaque tournant de la route sinueuse qui traversait les bois de pin de l'État. Pour lui, ce ruban d'asphalte était un lieu de paix. À 72 ans, les mains noueuses par une vie de menuiserie et le cœur adouci par 48 ans de mariage avec sa chère Martha, ses sorties de pêche étaient devenues un rituel sacré. Ce n'était pas le poisson qui l'attirait, mais le silence, l'odeur de résine et le clapotis paisible du lac. Mais ce mardi d'octobre, la tranquillité céda à une surprise. Alors que son vieux Ford F-150 rugissait dans un virage, ses phares transpercèrent le crépuscule et captèrent un mouvement au bord de la route. Arthur freina aussitôt, intrigué. Il s'attendait à voir un raton laveur ou un opossum. Ce qu'il vit le désarma complètement. Une boule de poils tremblante, minuscule, pas plus grosse que son poing. Un cri aigu s'échappa de l'animal, un son désespéré qui fendit l'air froid et alla droit au cœur d'Arthur. Il arrêta le moteur et descendit lentement. La créature était un chaton, certes, mais pas comme les autres. Sa fourrure était brun marbré, ses oreilles portaient de petites touffes noires, et ses pattes paraissaient démesurées par rapport à son corps maigrelet. Aucun signe de la mer ou d'autres petits. À quelques mètres, une large tache sombre sur le bitume évoquait une fin tragique. Ce petit était seul, abandonné. « Eh bien, qu'avons-nous là » murmura Arthur, la voix douce. Le chaton tressaillit et tenta un sifflement maladroit, vite remplacé par un couinement craintif. Ses grands yeux bleus étaient écarquillés de frayeur. Arthur sentit son cœur se fondre. Il déboutonna sa veste épaisse en flanelle, l'enleva et enveloppa délicatement le chaton dans les plis chauds du tissu. La petite créature, glacée et épuisée, ne résista pas. Elle se blottit contre lui, s'endormant presque aussitôt. De retour à la maison, une odeur sucrée accueillit Arthur. Martha sortait du four une plaque fumante de ses fameuses brioches à la cannelle. L'arôme embaumait leur confortable maison à 2 étages. Elle leva les yeux, soucieuse. « Arthur, tu es en retard. » Je commençais à m'inquiéter. Il entr'ouvrit sa veste avec précaution. Martha s'approcha, puis écarquilla les yeux. « Oh mon Dieu !»« Arthur, où as-tu trouvé ça ?» demanda-t-elle en caressant doucement la petite tête duveteuse. Un faible ronronnement lui répondit. « Le pauvre ! Il n'a que la peau sur les os. Et ses oreilles. » Le lendemain matin, ils se rendirent chez le seul vétérinaire de la ville, le docteur Simons. L'âge de ce dernier faisait débat, mais personne ne remettait en question la stabilité de ses mains. Il posa le chaton sur la table en inox, ajusta ses lunettes et poussa un sifflement bas. « Arthur, Martha, vous ne faites jamais dans la demi-mesure. Ce n'est pas un simple chat errant. » Il inspecta la bouche du chaton, ses pattes, ses oreilles. « Ce que vous avez là, c'est un lynx roux. Un tout petit. 5 ou 6 semaines tout au plus. » Arthur cligna des yeux. « Un lynx ? Dans leur salon ? Normalement, il faudrait appeler le rééducateur de la faune de l'État. Ils ont l'équipement pour ça. Mais ils sont à 3 heures d'ici. Et débordés. Ils viennent de récupérer un ourson qui a mangé des pommes fermentées. Alors, il est probable que... » Il n'acheva pas sa phrase. L'idée resta suspendue dans l'air stérile du cabinet. Martha fixait le chaton, qui léchait une goutte d'eau sur son doigt. Elle revoyait la route froide, la tache sombre. « On va s'occuper de lui », déclara-t-elle fermement. Juste le temps qu'il reprenne des forces. Arthur acquiesça. Il lui fallait un nom. Martha sourit, il a une tête de petit Toby. Le vétérinaire soupira une nouvelle fois. Très bien. Mais préparez-vous. Ce n'est pas un chat domestique. Son instinct sera très différent. Et il y a vos 3 Maine Coons à la maison. Le triumvirat, comme il les appelait affectueusement, était composé de 3 chatons âgés de 6 mois, magnifiques et pleins de personnalité. Daisy, une calico majestueuse à la queue plumeuse, possédait déjà un regard royal. Perchée en permanence sur le dossier du canapé, elle observait tout avec autorité. Marshmallow, une boule de neige en devenir,
était obsédé par la propreté et prompt au drame s'il était dérangé. Oliver, enfin, un roux tigré aux pattes blanches parfaites, débordait d'énergie. Chaque mouvement était pour lui une aventure. L'introduction de Toby ne se passa pas sans heurts. Martha le déposa dans le salon, repu de lait maternisé, sur le tapis. Les 3 chats, réveillés par la présence du nouvel arrivant, surgirent aussitôt de leur sieste en plein soleil. Daisy s'approcha la première, d'un pas mesuré. Elle renifla l'air et fronça le museau à cette odeur étrangère. Marshmallow se hérissa à distance, doublant presque de volume. Oliver, téméraire, avança à ras du sol, puis bondit en arrière quand Toby poussa un cri paniqué. Désorienté par cette avalanche de poils et d'attention, Toby se glissa sous le fauteuil le plus proche et refusa d'en sortir. Ce n'était que le début. Les premières semaines furent un véritable apprentissage. Du chaos. Dès l'heure du repas, les différences entre Toby et les 3 Maine Cones sautaient aux yeux. Daisy, Marshmallow et Oliver s'alignaient devant leur gamelle en céramique, grignotant avec une élégance presque aristocratique. Toby, lui, se ruait sur la sienne comme s'il s'agissait d'une question de survie. Les pattes avant plantées fermement dans la nourriture imbibée de lait, il plongeait tête la première, en ressortait couvert de croquettes écrasées, et en éparpillait la moitié sur le sol de linoléum fraîchement nettoyé. Arthur, prends un chiffon, était devenu le refrain quotidien de Martha. Et le jeu. Ah, le jeu. Pour les Maine Cones, il s'agissait d'élégantes chorégraphies autour d'un pointeur laser ou d'une baguette à plumes. Pour Toby, tout était plus primitif. Il se jetait sur les reflets du soleil, traquait les lapins de poussière avec une concentration d'animal sauvage, et prenait en embuscade sa propre queue avec un tel acharnement qu'il finissait par tourner en rond jusqu'à se heurter au mur. Les autres le regardaient en silence, la tête penchée, comme s'ils assistaient à un documentaire animalier sans sous-titres. Mais Toby voulait s'intégrer. Son instinct était encore vif, mais plus fort encore était ce nouveau besoin de faire partie de cette étrange meute douce et chaude. Il observait ses nouveaux frères et sœurs avec une attention extrême, imitant leurs gestes, apprenant maladroitement leurs codes. Daisy, en bonne matriarche, décida que l'éducation de ce petit sauvage lui incombait. Sa première leçon, l'art sacré de piéger les pieds humains. Lorsqu'Arthur passa devant le canapé en traînant ses pantoufles usées, elle se cacha, se tortilla, attendit. Et lança une patte experte pour accrocher sa cheville avant de détaler. Toby observait, tapis sous la table basse, les yeux bleus écarquillés de fascination. Il comprenait, se cacher, se tortiller, attaquer. Simple. Et lorsqu'un peu plus tard, Martha mit en marche l'aspirateur, une machine monstrueuse selon lui, Toby vit sa chance. Il se jeta sur le tuyau avec un rugissement minuscule mais déterminé, s'y accrocha de toutes ses forces. Le tuyau se cabra, Martha hurla, les 3 Maine Cones s'enfuirent à l'étage comme des flèches, et Arthur, hilar, dut sauver Toby du combat qu'il menait contre le monstre hurlant. Marshmallow, choqué par ces démonstrations sauvages, entreprit à son tour de civiliser Toby, à sa manière. Il commença par lui enseigner le maniement noble de la queue. Pour Marshmallow, celle-ci était un accessoire de communication, un panache de dignité. Il s'assit sur le tapis du salon, agita lentement sa queue en un arc élégant, puis l'enroula gracieusement autour de ses pattes. Toby, très attentif, tenta de reproduire le mouvement. Mais sa queue courte et trapue n'avait rien de fluide. Il l'agita si violemment qu'il perdit l'équilibre, s'emmêla les pattes et roula jusqu'à heurter une table basse. Le pot de violettes africaines de Martha vacilla, puis s'écrasa sur le sol dans un nuage de terre et de pétales. Martha ferma les yeux et compta lentement jusqu'à 10. Oliver, plus audacieux, s'empara de l'éducation physique. Son Everest personnel, les rideaux de la salle à manger. Il les escaladait avec une grâce silencieuse, atteignait la cantonnière, contemplait le salon depuis les hauteurs, puis redescendait comme un pompier félin. Toby regarda, fasciné. Il recula, prit de l'élan. Et bondit. Mais là où Oliver était agile, Toby était brute. Il frappa les rideaux comme un boulet de canon. La tringle céda dans un fracas de tissu et de bois. Toby s'écrasa dans les rideaux, s'y enroula et traversa la maison comme un roi drapé d'un manteau royal. Arthur le retrouva dans la cuisine, paradant fièrement, la tringle claquant derrière lui. Il secoua la tête en souriant. « Martha, je crois qu'il est temps d'investir dans un arbre à chat. » Très solide. La question de la litière, elle, devint une aventure à part entière. Les Maine Cones s'y rendaient discrètement, affairés et discrets. Toby, lui, traitait la litière comme un bac à sable personnel.
Il creusait sans retenue, envoyant des jets d'argile à travers toute la buanderie. Il bondissait dans la boîte, laissait tout voler autour de lui, puis s'y endormait, satisfait. Martha, désespérée, acheta un bac couvert à l'allure de capsule spatiale pour contenir les dégâts les plus graves. Et cela fonctionna, à moitié. Malgré tout cela, un changement s'opéra peu à peu. Les maladresses sauvages de Toby laissèrent place à des moments de vraie complicité. Un après-midi, en rentrant du jardin, Martha trouva les 4 chats blottis ensemble sur le fauteuil préféré d'Arthur. Il ne s'agissait pas d'un tas de poils confus. Daisy, Marshmallow et Oliver formaient un cercle presque parfait, et en son centre, endormi paisiblement, se trouvait Toby. Il l'avait accepté. Il était des leurs. Martha se retira sur la pointe des pieds, le cœur gonflé. Le petit lynx, orphelin perdu, s'était forgé une place dans ce monde douillet et un peu fou. Grâce à eux, et peut-être malgré eux, il avait commencé à changer. Les instincts sauvages de Toby commencèrent à s'adoucir au contact de ses frères et sœurs. Il apprit, par l'observation, que jouer avec Oliver n'exigeait pas de sortir les griffes, et que bondir sur un jouet ne nécessitait pas de renverser un meuble. Ses gestes devinrent plus mesurés, ses jeux moins frénétiques. Et un jour, à la grande surprise d'Arthur, il se mit à ronronner. Ce n'était pas un petit bourdonnement de chaton, mais un grondement profond et vibrant, qui semblait remonter de ses entrailles et faire vibrer le plancher. C'était le son d'un lynx heureux. Toby tenta aussi d'imiter les marques d'affection des Maine Coons. Il observait les coups de tête doux qu'il donnait à Martha ou Arthur et essayait de les reproduire. Mais chez lui, le geste manquait encore de subtilité. Au lieu d'un effleurement, il donnait un vrai coup de crâne, maladroit mais plein d'amour. Arthur, hilar, le surnomma le bélier en fourrure. Chaque jour, Toby s'intégrait un peu plus à cette famille si singulière. Un soir, un berger allemand errant pénétra dans le jardin. Il aboyait avec fureur, courant le long de la clôture, les oreilles dressées, les babines retroussées. À l'intérieur, les 3 Maine Coons se postèrent à la fenêtre. Le dos arqué, la fourrure hérissée, il sifflait avec indignation. Puis Toby s'approcha calmement. Il posa ses pattes sur le rebord et observa le chien. Il ne bougea pas, ne feula pas. Il laissa échapper un grondement grave, guttural, qui semblait chargé d'une mémoire ancienne. Le chien stoppa net, le regarda, puis recula lentement avant de détaler, queue basse. Les Maine Coons se tournèrent vers Toby, stupéfaits. Pour la première fois, ils le virent non comme un petit frère maladroit, mais comme un gardien. Leur protecteur. Les saisons passèrent. Les chatons étaient devenus de jeunes chats adultes. Daisy avait conservé sa prestance, Marshmallow était devenu gigantesque et Oliver. Toujours aussi joueur. Toby, lui, était méconnaissable. Plus élancé, plus massif, il approchait les 9 kilos. Ses pattes épaisses, sa queue courte, ses oreilles à pinceau trahissaient son origine sauvage. Et pourtant, tout en lui respirait la douceur. Il ne dominait personne. Il n'avait pas besoin de le faire. Le docteur Simmons, fidèle au poste, rendit sa visite annuelle. En entrant dans le salon, il s'arrêta net. Daisy léchait doucement la tête de Toby. Marshmallow reposait une patte sur sa queue. Oliver dormait contre son flanc. Et Toby, allongé sur le dos, les pattes en l'air, ronflait doucement, en paix. Le vétérinaire posa sa trousse, bouche bée. Je n'aurais jamais cru ça possible. Il examina Toby attentivement. Son cœur battait fort, régulier. Sa fourrure était dense, saine. Son regard, vif et curieux. Il ronronnait pendant toute la consultation. Un ronronnement de lynx, grave, profond, vibrant. Puis Simmons redevint sérieux. Il se tourna vers Arthur et Martha. « J'ai une chose difficile à vous dire, » déclara-t-il. Les Henderson échangèrent un regard inquiet. Le vétérinaire soupira. « Il est complètement imprégné. Il croit qu'il est un de vos chats. Il n'a jamais appris à chasser, n'a aucun sens du danger, aucune notion des règles de la nature. Si vous le relâchez, ce sera une condamnation. Il ne survivrait pas. » Martha sentit une larme couler sur sa joue. Elle regarda Toby, qui s'était couché près d'elle. Il leva les yeux, et doucement, posa sa tête sur son pied. Arthur resta silencieux, le cœur serré. Il l'avait sauvé, oui. Mais ce sauvetage avait un prix. Toby était désormais prisonnier d'un monde qui n'était ni le sien d'origine, ni celui pour lequel il avait été fait. Cette nuit-là,
Une tempête de neige s'abattit sur la région. Le vent hurlait, les arbres pliaient, et le monde dehors devint blanc. À l'intérieur, tout était chaleur. Un feu crépitait dans l'âtre. Arthur lisait dans son fauteuil, Martha tricotait, les chats étaient éparpillés sur les meubles comme des coussins vivants. Toby était allongé sur le tapis, face au feu. Il observait les flammes, le regard serein. Oliver, espiègle, se leva et attrapa le pompon du sac de Martha. Il tira sur le fil, joueur. Toby se leva, s'approcha sans bruit. Il donna un coup de tête à Oliver, pas violent, mais ferme. Un avertissement clair. Ne dérange pas maman. Puis il se coucha près du fauteuil à bascule, posa sa tête sur le pied de Martha, et leva les yeux vers elle. Leurs regards se croisèrent. Et Toby, lentement, délibérément, lui fit un clin d'œil. Le geste qu'il avait appris d'eux. L'expression ultime de confiance. Martha posa son tricot. Une larme roula sur sa joue. Mais cette fois, ce n'était pas de tristesse. C'était de gratitude. L'hiver s'installa pour de bon, et avec lui une routine paisible, presque sacrée. La maison des Henderson était devenue un sanctuaire, à la fois chaleureux et farfelu. Les trois Maine Cones vivaient en harmonie avec leur frère Lynx, et Toby, désormais adolescent, s'était entièrement fondu dans cette fratrie improbable. Il savait où se trouvait sa place, et il l'occupait avec douceur, force et une certaine noblesse. Son corps avait gagné en puissance, mais son comportement n'avait jamais été aussi tendre. Arthur et Martha adaptaient tout dans la maison pour lui. Ils avaient acheté un arbre à Chatfait sur mesure, suffisamment robuste pour supporter les bonds de Toby. La litière avait été déplacée dans un coin plus calme, avec des rebords renforcés. Chaque recoin portait la trace de cet équilibre construit jour après jour entre nature sauvage et cocon domestique. Et dans cet étrange théâtre, Toby brillait d'une lumière unique. Il ne chassait pas, mais jouait avec intensité. Il n'hurlait jamais, mais sa simple présence suffisait à apaiser. Même les visiteurs, peu nombreux, ressentaient une forme de respect instinctif à son égard. Son regard, profond, sage, presque ancien, contrastait avec l'espièglerie d'Oliver ou les mimiques royales de Daisy. Marshmallow, lui, avait trouvé en Toby un coussin géant idéal, sur lequel il s'allongeait sans scrupule dès que l'occasion se présentait. Chaque jour, Arthur lui apprenait quelque chose. Comment grimper sans abîmer, comment s'asseoir sans pousser les autres, comment descendre doucement des meubles. Toby écoutait, observait, imitait. Il apprenait vite. C'était un lynx, certes, mais aussi un élève curieux et affectueux. Il suivait Arthur dans ses pas, le matin, et s'asseyait à ses pieds pendant qu'il lisait le journal. Il attendait Martha à la porte de la cuisine et se couchait sur le sol pendant qu'elle cuisinait. Un matin, une neige fraîche recouvrait tout. La lumière était pâle, le silence parfait. Arthur ouvrit la porte arrière et Toby sortit prudemment. Il posa ses larges pattes sur la poudreuse, frissonna, puis s'avança lentement. Les autres chats observaient depuis l'encadrement, peu convaincus. Toby leva les yeux, respira profondément, puis s'allongea dans la neige. Il roula sur le dos, les quatre pattes en l'air, et laissa la neige recouvrir ses flancs. Il ne bougeait plus, les yeux fermés. Arthur, ému, le regardait. Ce lynx, autrefois si fragile, acceptait maintenant le monde à sa manière. Au fil des mois, Toby développa une sensibilité particulière. Il savait quand Martha avait mal au dos, et venait doucement se coller contre elle. Il savait quand Arthur avait besoin de silence, et restait couché à ses côtés sans un bruit. Il sentait les humeurs, les douleurs, les petits non-dits. Son regard croisait le leur, longuement, sans besoin de mots. Il devenait leur miroir discret, leur présence fidèle. Les trois Maine Cones, eux, n'étaient jamais loin. Ils avaient cessé depuis longtemps de le traiter en étranger. Ils dormaient contre lui, partageaient leurs jouets, parfois même leur nourriture. Oliver venait le chercher pour jouer, Marshmallow lui faisait sa toilette, Daisy lui cédait parfois son coussin préféré sans protester. C'était une vraie famille, forgée non par le sang mais par l'attachement. Un jour, Arthur retrouva un vieux film Super 8 dans une boîte au grenier. Une vidéo de lui et Martha, jeunes, riant avec un chaton dans les bras. Il le projeta le soir même dans le salon. Les chats, intrigués, s'alignèrent devant l'écran, comme des enfants curieux. Toby s'assit au centre. Sur les images tremblantes, on voyait un autre chat, il y a des décennies, bondissant dans le jardin. Martha posa une main sur la tête de Toby. « Tu aurais aimé notre premier chat, toi aussi, murmura-t-elle.
Toby cligna lentement des yeux, comme s'il comprenait. Ce soir-là, alors que le feu brûlait lentement dans l'âtre, Arthur ferma son livre, regarda autour de lui et soupira. C'est fou comme la vie t'offre parfois un miracle sans prévenir. Martha, qui tricotait, leva les yeux et sourit. Sur le tapis, Toby dormait, une patte posée sur Oliver, la queue de Marshmallow en travers de son dos, désignichée contre son flanc. Leur respiration formait une musique tranquille, vivante, rassurante. Dans cette maison, nichée au cœur des bois, quelque chose d'unique s'était créé. Une entente silencieuse entre l'homme et l'animal, une famille recomposée sans parole, une coexistence aussi improbable qu'indestructible. Toby n'était pas un simple animal sauvage apprivoisé, ni un chat domestique excentrique. Il était l'âme vivante d'un foyer devenu extraordinaire. Et même s'il ne connaissait pas les forêts profondes ni les montagnes escarpées, Toby avait trouvé son territoire, son clan, son monde. Un monde fait de ronrons, de fils de laine, de croquettes partagées et de regards tendres. Il était chez lui. Pour toujours.